Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici pour un nouveau format, pour le lancement de cette nouvelle version de la Nik Collection, la version 8. Nouveau format puisque où sommes-nous ? Nous sommes dans le studio de David Ken, donc c'est un photographe belge qui est localisé à Paris, on n'est pas loin du Sacré-Cœur. Tout à fait. Et le but c'est de parler un peu de la nouvelle version de Nik Collection, la version 8, et de parler avec David Ken de son univers photographique et aussi de son utilisation de la Nik Collection au quotidien. Et puis nous aurons un autre invité en la personne de Joseph, plus connu sur les réseaux et notamment sur YouTube avec son pseudonyme Photo Joseph, qui nous parlera lui aussi de l'utilisation de la Nik Collection et en particulier de cette version 8. Avant de rencontrer nos invités, est-ce qu'on pourrait commencer par redéfinir, réexpliquer rapidement pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que la Nik Collection ? Très simplement, qu'est-ce que c'est que cette solution de DxO ? Ok, très simplement. C'est une suite de plugins pour l'édition qui est l'édition photographique. Donc, ça a été développé il y a 30 ans, d'ailleurs cette année. C'est une suite de plugins qui est utilisée majoritairement avec Photoshop, mais qui peut être utilisée avec d'autres applications, on en reparlera tout à l'heure. Le principe, c'est Photoshop est un outil très puissant, mais parfois qui peut être complexe pour les personnes qui connaissent assez mal le produit. Ces plugins permettent d'éditer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement dans des univers spécifiques, le noir et blanc ou la couleur ou des choses plus techniques, et de pouvoir conserver ces réglages pour l'utilisation sur d'autres photos dans un futur. Tu parlais de Photoshop, qui est un logiciel très complet mais très compliqué à aborder. Et donc effectivement, la Nik Collection est une couche qui permet de simplifier l'utilisation de Photoshop, de rappeler les presets, on va les appeler comme ça, hein, ces signatures que l'on peut développer pour soi-même. La Nik Collection fonctionne également donc avec Affinity Studio, Lightroom, alors j'aurais dû prendre plutôt Lightroom en premier, Photolab bien évidemment, Affinity Studio, et puis ça marche également en version standalone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un autre outil d'édition photographique que la Nik Collection si on souhaite bénéficier de cette puissance, de cette créativité et des plugins techniques de la Nik Collection. C'est bien ça. Oui, effectivement, et d'ailleurs, des fois il y a un usage qui est fait en parallèle des personnes qui utilisent Lightroom au Photoshop, et sur certaines photos, l'édition a pas besoin d'être très importante, a besoin de rééquilibrer la photo, excusez-moi. Et du coup, on peut aller ouvrir directement un plugin. On va prendre SilverFX, par exemple, qui est spécialiste de l'édition de photos en noir et blanc, et on va pouvoir lui appliquer un look spécifique. Donc, on peut l'ouvrir en standalone, appliquer ce preset et ressortir directement avec une nouvelle édition de sa photo. Donc la Nik Collection, ce sont 7 plugins, c'est-à-dire 7 applications en définitive, des applications qui sont à la fois créatives et des applications qui sont plus techniques. Donc en termes de créativité, tu as cité Nik SilverFX qui est dédié au noir et blanc, on peut citer également Nik ColorFX pour le flux couleur, et puis on découvrira Nik AnalogFX et d'autres presets, d'autres plugins, pendant les démonstrations réalisées par Joseph. Qu'est-ce qu'on fait ? On écoute Joseph tout de suite ? Je pense qu'on peut commencer par voir une démonstration effectivement des nouveaux features qui sont disponibles dans Nik Collection. Et puis on revient ensuite pour en parler un peu plus en détail. Ça marche. I'm Photo Joseph, and I'm going to give you a quick tour of some of the newest features in Nik Collection 8, using ColorFX, SilverFX, and AnalogFX. One of the most important capabilities of the Nik Collection has always been its masking features. Originating with the control point, its ability to isolate specific regions of an image based on luminance and chrominance has always been unparalleled. Over time, the control point has expanded to include control lines, control polygons, luminosity masks, and more. Well, now it's 2025, and Photoshop has given us a whole new type of masking through AI. Photoshop's ability to quickly and accurately select entire subjects in a photo opens up a whole new world of editing capabilities. So with this edition of the Nik Collection, one of the primary focuses was to provide seamless integration of masks. With Nik Collection 8, you now have the ability to use masks generated in Photoshop inside of the Nik Collection and use masks generated in the Nik Collection inside of Photoshop. Let's have a look. In this photo of Hero Square from Budapest, you can see that I already have a few different mask layers created, but I'm going to create one more for the sky. I'll take that original layer and duplicate it, call that sky, and then using the AI masking tools, I'll just click on the sky and add a mask to that layer. And now I've got a layer just of the sky. So you can see here, I have my statues, I have my entire monument, and I have the sky. I'll turn all of those back on and send them over to ColorFX. But first, let's take a look at the new Nik launching palette.
Under the preferences, you'll see a few very important options. First, what do I want to send to the plugin? A combination of all visible layers or just the active layer? I'll leave it at the default of all visible layers. And then for masks, do I want to send all masks, just the selected masks, or none at all? Again, I'll leave it on the default of all masks. I can access each one of my individual plugins from here, which will simply open up its own dedicated palette. From its own launch palette, I can access the last edit that I made, my favorite presets, or my favorite filters. Or of course, I can open the plugin directly. Now in Color Efex, this should look familiar. I have on the left my presets, where I can choose any one of the existing presets, which will load a series of filters over here on the right, showing all the different filters that have been added with that preset. Or I can choose to create my own from scratch by simply going to the Filters menu and adding the ones that I want. I'm going to start with Film Effects Modern Branded. And from here, I'll choose one of the cool film looks that I've got in here. Let's go for Fuji Superia 400, which is a look that I really like for this photo, except that the contrast in the monument is a little bit too strong. Now, I could just go to the curves in here and adjust that to take some of that strength away, but I do really like the way that the sky looks right now. So I don't want to affect the entire image, I just want to affect the monument itself. To do that, I'm going to add another filter. Let's go ahead and add the levels and curves, and I'll start adjusting that. I'm going to set it to adjust just the luminance channel, and then I'll bring the shadows up just a little bit, and the highlights down a little to flatten out the monument just a touch. Of course, this has affected the entire image, which is exactly what I didn't want. So now I want to limit this filter to the monument. To do that, I'll go to the new Photoshop Mask Import button. From here, I can choose which masks I want to import. In this case, I'll go for the entire monument, click plus, and now that filter is affecting only the monument. Next, I want to do something similar to the statues. They're getting a little bit lost against the blue sky in here, so let's change their saturation. I'll search for saturation, pull up my Brilliance and Warmth tool, and immediately add the mask for just the statues. So once again, I'll click on the Import button and then choose the statues. Now, as I adjust the saturation, we can see that it's affecting just the statues in there. Let's say at this point that I like what I've got so far, but I'm not sure if I'm done or not. So I want to save a version of the image as we see it here. There's a couple different ways to do this. The first one is to simply go up to the top and choose Export as TIFF or Export as JPEG. Where that file will go is defined in the preferences. I've already set mine to the desktop, so I'll simply click on Export as TIFF, and it renders it out to the desktop. Now let's continue working with the photo. I'm going to add a little bit of a sunset look to this. So I'll type in gradient, add a graduated filter, and then let's give it a bit of a sunset vibe. So let's look for some nice rich orange colors in here. And the sunset's upside down, so I'll flip that over, bring the vertical shift up, and blend that in a little bit more. Looking all right, but obviously this is way too intense on the monument itself. You probably know where this is going. I'm going to mask out just to the sky. So one more time, I'm going to import from Photoshop the mask of the sky, and now it's applied only to the sky. But of course, on a real sunset, some of that light would be hitting the monument itself. So now we're going to combine the Photoshop mask with masks built in the Nik collection, and the two of them will blend together. Watch. First, let's look at the mask as it is. That's the mask that I'm working with. So again, applied entirely to the sky and not at all to the monuments. Now let's bring some of the monuments in using a control line. I'll click and drag up on the monument, and that's going to add in anything that has that base color and contrast of the concrete back into the image. But that's probably a bit too much. So how about I take the opacity of that and drag it down a bit. And you can see how the two different masks are blending together. Now I'll hide the mask and see what the result is. Still a little bit too strong, so I'll take the opacity back down a little bit. And there we go. Now I'm ready to send this back to Photoshop. I have a couple options from here of how I want to send this back. And one of those options is New Layer with Mask. In previous versions of the Nik collection, choosing this option would open up a palette where you could brush between the original and the affected image, but then once you hit apply, that rendered a permanent mask. It basically blended the two and you had no option to go back. So now what it does instead is it simply applies a Photoshop mask on export, like this. I'll select that option, click apply, and now you can see the image is here, but the mask is totally black. Meaning if I grab something as simple as a brush tool and start brushing that in, I'm now brushing between the two layers. And we can see that represented in the mask icon here. So that's a first look at some of the new features in Nik Collection 8.
Merci Joseph pour cette présentation. Si tu nous écoutes, on en profite pour te saluer. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Photo Joseph qui prodigue de magnifiques conseils sur l'utilisation de la Nik Collection, des solutions de DxO, mais plus globalement dans l'univers de la photographie. Donc ce qu'on a vu avec Joseph, c'est un flux couleur avec des nouvelles fonctionnalités de cette version 8, notamment pour les utilisateurs de Photoshop. C'est bien ça? C'est bien ça, effectivement. En fait, comme je disais tout à l'heure, la communauté principale des utilisateurs de Nik utilise Photoshop. Donc, on voulait renforcer l'utilisation des masques de Photoshop. Le principe est assez simple. On passe un peu de temps à créer ces masques dans Photoshop. Des fois, donc, c'est une sélection rapide avec les masques de segmentation. Parfois, quand on travaille sur un portrait, par exemple, retravailler exactement le masque pour les cheveux peut prendre un peu de temps. Ce qu'on ne voulait pas faire, c'est de devoir recréer ces masques une fois qu'on ouvre le plugin. Donc le principe, c'est que on crée les masques dans Photoshop et on les amène directement à l'intérieur des plugins pour les utiliser, comme vous avez vu sur la vidéo, et après, effectivement, pour les réutiliser d'un plugin à l'autre. Si vous n'avez pas Photoshop, que tout le monde n'utilise pas Photoshop. On utilise la YouPoint technologie, qui est donc comment on appelle ça, cette technologie, de sélection. Et puis là aussi, on fait voyager les sélections d'un plugin à un autre. Donc, même état d'esprit qu'avec Photoshop, on crée la sélection, par exemple, pour un portrait, l'exemple que tu évoquais. On le fait, par exemple, dans Nik Color FX. On a envie d'appliquer un rendu analogue, et on va faire voyager cette sélection de color vers analogue, et puis si on veut aller dans Sharpener pour finaliser sa photo, avoir un rendu parfaitement piqué pour une impression par exemple, là aussi on va faire voyager le masque là où les sélections qui ont été réalisées. Oui, le principe c'était vraiment d'accélérer le flux de production, donc la réutilisation des masques est un sujet très important quand on travaille sur l'image. Comme vous l'avez vu aussi, on a rajouté des petites fonctionnalités sur l'export des images, donc l'export TIFF et JPEG était déjà disponible dans le passé. En fait, on a eu des raccourcis pour pouvoir passer de l'un à l'autre rapidement, de pouvoir changer les préférences. Et pour revenir un peu à l'univers Photoshop, vous avez vu aussi que maintenant, on peut appliquer le réglage de manière différente. Avant, donc, il y avait plusieurs endroits qu'il fallait aller visiter si on voulait faire un Smart Object ou du brush, et tout ça a été mis sous la forme d'un seul bouton avec des options, ce qui fait, une fois de plus, c'est plus facile d'utilisation. Ça, c'était la partie couleur. J'en profite pour mentionner la nouvelle baseline, le nouveau logo de la Nik Collection à l'occasion de ce 30e anniversaire. Vivez en couleur, nous venons de vivre en couleur, et puis rêver en noir et blanc, donc live in color, dream in black and white, puisque la Nik Collection version 8, ce sont aussi des améliorations, pas uniquement sur le flux couleur, mais également sur le flux noir et blanc. Et en fait, un passage également un peu entre les deux, puisqu'on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée sur l'ensemble des plugins, qui est le masque de couleur. La version précédente, on avait des masques de luminosité, on a rajouté des masques de couleur, et on voulait vous montrer que même dans un flux noir et blanc, les masques de couleur peuvent vraiment, vraiment aider. On regarde ce que Joseph a à nous en dire. Ça marche. In the previous demo, you saw how to bring masks from Photoshop into Nik 8. Now you'll see how masks are additionally shared between plugins and how masks created in the Nik collection can be shared back to Photoshop. Let's start in Silver Efex. For this photo, I'm not going to do any masking in Photoshop, but instead go straight into Silver Efex. Right away, you'll notice a big difference in Silver Efex, and that is that all the filters are no longer on the right. Now Silver Efex works more like Color Efex, where none of the filters are added until you need them. I can either add them manually, or by choosing one of the presets here, the filters that are needed for that preset will be added on the right. If I revert the image back to its neutral state, then all those filters go away. There is one thing that's still here though, and that is the film types. You can think of film types like your original black and white processing, how the image is converted from color to black and white. What is the basic film stock, the grain pattern, the color sensitivity, and so on. It's actually important that you start with this before adding other filters, because if you add a filter first and then go back and change the basic processing, the entire look of the image can change. So you really do want to start with the film types. You have a bunch of different film types that you can start with, and of course each one of these provides a unique base look for your image. I'll choose this one to start with. One of the most important parts of a film's look is its color sensitivity. How sensitive was the film to red colors, to yellow colors, blue, and so on? And by adjusting these, you can dramatically change the overall look of your image.
The problem is that you don't necessarily know what part of the image you're changing other than just dragging the sliders around and seeing what happens. And the reason for that is you can't see the original color image. Well, you used to not be able to, but now with Nik 8, you can. If I go down here to the bottom left corner, you'll see there's a new Original Image tab. That shows me the original color image, so now I know exactly what parts of the image I'll be affecting with each one of these sliders. For example, here we see a lot of blue and purple in this part of the photo. If I go over here to my blue sliders and change that, you'll see that that's affecting that part of the image. So now we just have a lot more control and knowledge over what we're doing. So let's start affecting this photo. It's a photo of a wine cellar, and the wine bottles over here on the edges are getting a bit lost. It's just a little bit too crunchy. We can see that my black levels have been dropped quite a bit, so I'm going to recover that, maybe even raise it up a little bit, about like so. Now the bottles look better, but the wine racks themselves are way too bright. What color are the wine racks? Well, if I look at my color image, I can see that they're largely yellow and red. So if I go to my film sensitivity and take the yellows and the reds down a bit, I should be able to darken all of those colors in the image. Now that I've done my basic black and white conversion, I can add other filters to this, knowing that my underlying layer is not going to change dramatically. I'll go ahead and add a bit of a sepia tone like this to the image. Now let's continue to refine the image. I'm going to add a basic adjustment, and I want to darken the floor. So to do that, I'm going to use a controlled polygon, which was added in the previous version of Nik Collection, and draw a polygon over the floor area, very quickly outlining this shape like so. To preview the mask that I've just drawn, I can click on this icon here, and we'll see the mask that I've just created. Now to darken that floor, I'll just go to the brightness slider and pull that down a bit. Next, this bright spot on the back wall has lost some of its texture and structure, so let's fix that. To do that, I'm going to use a new local adjustment, the new color mask. This will allow me to create a mask based off of the color of the original image. So here I've just clicked where the image is predominantly blue, and if we take a look at the mask that I've just created, we can see that it is affecting the blue areas. If I grab that color mask point and drag it around the image, you can see how it's masking specific colors depending on where I position it. But I'll go ahead and put it back here towards blue, and then let's refine that. Under the mask options, you can see exactly the color range that's been selected. And you can see on this hue band that it's selected largely blue. If I want to expand or contract that, I can start by feathering that in and out, or expanding the entire selected range. You'll notice that these are linked together right now. If I click this little chain icon, it is going to unlink those ranges, so now I can adjust them independently. I really want to narrow this down, so let's contract that to right about there. Now I'll hide the mask, and let's take the structure of that part of the image and crank it way up. Excellent. Earlier I showed you how if you want to save the current state of an image, you can export a JPEG or a TIFF file of the image as it currently is. But there's another way to do that. Instead of saving it out as a separate file, you can save it as a hidden layer inside of Photoshop. To do that, simply click on Send as Layer. Now this version, as we see it currently, will be in Photoshop, rendered out as a hidden layer, so that when we go back to Photoshop, it's there waiting for us. I'm not quite done with this image, but I am done with it in Silver Efex. Now I could simply apply this and then reopen it in another plugin, or I could send it directly to the plugin from here within Silver Efex. Watch this. Up in the top right, I can choose to send this image and its masks to any of the other plugins. This allows me to keep all the masking work I've done in this plugin, including generated and imported masks, and carry them over to another. Now that I'm in Analog Efex, let's add a little bit of a light leak. Click on the plus here. I'm going to choose from my crisp collection, and I'll grab this one here that I like. Let's position that kind of right in the center. Maybe even bring up the intensity a little bit. Looking pretty good, however, it's a bit too strong on the floor here. Well, remember, I already created a mask for the floor over in Silver Efex, and that mask is available for me here in Analog Efex. Just like I'd import a Photoshop mask, I'll click on the Import button, and there we can see the masks that I created in Silver Efex, my control polygon, and the color mask. The polygon for the floor is the one that I want, so I'll add that in. And it is the entire polygon, so I could even adjust this if I wanted to. But in my case, all I'm going to do is take the strength of that texture down a bit. That's better. Now let's save this as another layer in Photoshop because I want to keep on playing. So I'll send that out as a new layer and then add something else. How about I add a quick picture frame to this? We'll choose something really dramatic and call it a day. Now I'm ready to apply this.
But there is one more option in here that I want to show you. I can now choose to include the plugin masks back in Photoshop. The one that I want is that control polygon for the floor, so I'll go ahead and save that, and now click Apply. Now we see a couple of things happening here in Photoshop. First of all, there's the final image that I just created, but here's the hidden layers of the two other versions as I was playing with it. So there's the one from Silver Efex, the original from Analog Efex, and the final version. Where's that mask that I saved though? Well, there it is, under Channels. There is the control polygon mask that I created in Silver Efex. So now you can see that the masks created in Photoshop can be brought into the Nik collection, and the masks created in the Nik collection can be brought back to Photoshop. It gives you the ultimate flexibility in working with masks. Donc effectivement, sur cette démonstration de Joseph, il est évident que avoir cette miniature en couleur dans le plugin star du processus noir et blanc, à savoir Nik Silver Efex, est un ajout merveilleux, absolument impossible dans un flux analogue, j'allais dire traditionnel. Et donc là, on ajoute à un flux analogue noir et blanc, et bien toute la puissance de ce que peut faire l'informatique, entre guillemets, ça fait un petit peu années 80, mais de ce que peut faire l'informatique, et donc d'avoir une visualisation qui n'est pas que le souvenir en couleur que l'on a de la scène, mais cette miniature, c'est ça. Oui, on voulait un peu une rencontre des deux mondes de l'analogue et du digital. C'est aussi pour ça qu'on a réorganisé le plugin. Donc vous avez vu que maintenant on commence en fait le développement noir et blanc avec vraiment un type de film. Donc on a repris ce filtre qui existait déjà dans les versions précédentes mais qui était un peu plus au milieu du process. Là on revient vraiment à l'idée de mettre une pellicule dans son appareil photo et de se dire selon la pellicule que je vais choisir, mon rendu va être différent. Tout à fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que effectivement on peut travailler avec la couleur, ce qui n'est pas possible quand on travaille en noir et blanc en version analogue. On est en noir et blanc, on reste en noir et blanc. Là, quelque part, on va pouvoir tricher, entre guillemets, ou pouvoir améliorer le traitement d'un noir et blanc en se disant, par exemple, si on a une photo avec du bleu et du rouge, mais qui ont la même intensité de luminosité, sur de l'analogue normal, on se trouvera avec deux grilles qui sont complètement identiques et donc le personnage ne pourra pas se détacher du fond. De pouvoir avoir ces masques de couleurs veut dire qu'on peut en fait vraiment détacher un personnage d'un fond, par exemple. L'autre chose, c'est que bien sûr, vous avez maintenant avec cette vignette, comme tu le disais, beaucoup plus de facilité de savoir exactement quelle couleur on vient cibler. Autre amélioration de ce plugin Silver Efex, tu l'as un petit peu évoqué, mais en fait le laboratoire a été rangé. C'est-à-dire que on commence avec le type de film, on a été chercher sa pellicule au magasin de photos, on l'a chargé dans son appareil photo, et puis on arrive dans notre chambre noire. Précédemment, on avait à droite, lorsqu'on sélectionnait un preset, tous les outils qui étaient activés en même temps et qui étaient, paramétrés. Là, aujourd'hui, on a à gauche les outils, et c'est uniquement lorsqu'on va sélectionner un preset que certains outils vont être appliqués sur la partie droite et qu'on va pouvoir travailler à raffiner ce rendu pour trouver sa propre signature. Ouais, pour continuer sur l'analogie du laboratoire de développement, effectivement, avant, autour de l'agrandisseur, on avait un peu tous les outils. Il y avait ceux qui nous servaient régulièrement et ceux que nous ne servaient pas vraiment, mais ils étaient quand même là. Là, le principe, c'est de se dire, en fait, on a un peu les produits qui sont en disponibilité, mais beaucoup mieux organisés. Ce qui veut dire que quand on a besoin d'un outil, on a juste besoin de tendre le bras pour prendre cet outil-là. Ce qui veut dire aussi que dans les presets, quand on allait avant chercher un preset, ça nous ramenait de la même façon l'ensemble des outils, donc ça devenait un peu compliqué quand on voulait modifier un peu le preset pour changer quelques valeurs de tonalité, par exemple. Aujourd'hui, le preset ne ramène que les filtres que les outils utilisaient sur la partie de droite, donc on se retrouve avec beaucoup moins de filtres avec lesquels il faut travailler. Et ceux qu'on utilise en l'occurrence. Exactement. Puisque tu parles des outils, amélioration également, à savoir la possibilité d'utiliser l'IUPoint technologie et donc la partie sélectivité sur l'image sur deux filtres, un filtre qui est exclusif à DxO qui s'appelle le filtre Clearview et puis également sur les Selective Tones de manière à choisir ou appliquer du Clearview et des Selective Tones en fonction des images. Oui, effectivement. Donc on l'a pas fait sur l'ensemble des filtres parce qu'il y a certains filtres où on se dit il n'y a pas vraiment une nécessité, on reste dans du développement d'image. Donc mais du local adjustment sur du grain, bon, il y aura peut-être quelqu'un un jour qui nous dira ça pourrait m'aider, néanmoins on ne trouve pas une utilité et on veut garder cet esprit de développement photo. En revanche, des outils comme le Clearview, c'est quelque chose pour ceux qui connaissent pas
tout à fait cet outil-là, ça permet de renforcer un peu des traits. À la base, c'est utilisé beaucoup dans la photo de paysage, quand il y a des paysages avec un peu de brume, ça permet de faire ressortir les éléments de la brume. On s'est rendu compte que ça marche aussi très bien sur des portraits, quand on veut faire ressortir des traits, quand des fois sur des portraits, on veut faire un peu buriner certaines lignes, où on veut refaire sortir la texture de cheveux. En fait, on va utiliser ce genre de filtre. Jusqu'à la dernière version, en fait, on placer ce filtre, ça se mettait sur l'ensemble de l'image. Aujourd'hui, on va pouvoir justement venir cibler une partie de l'image et travailler le clear view de manière locale. Très bien. Eh bien, une très belle version. J'en profite pour vous rappeler que cette nouvelle version, vous pouvez la télécharger gratuitement, vous pouvez l'essayer gratuitement. Vous pourrez bénéficier en l'essayant gratuitement de constater par vous-même ce qu'on a un petit peu évoqué à l'occasion de l'anniversaire de cette nouvelle version, à savoir un logo qui a été revu, une interface générale qui a été reprise, de nouvelles icônes. Pas la peine d'en parler ici. Vous allez pouvoir l'expérimenter par vous-même. Et puis je pense que c'est le moment que tu rejoignes David pour aller l'interviewer et puis nous faire part de toute cette inspiration qu'il a en photographie et de ses plus de 40 années d'expérience en photographie. Oui, je vois qu'il m'attend, donc je vais y aller de ce pas. Eh bien, bon entretien. Merci. Bonjour David. Bonjour Boris. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement de Nick Collection 8. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ton parcours, de ton univers photo. Tu as eu beaucoup d'expérience. Alors, parcours, il faut que je résume très vite 43 ans de photo professionnelle. Mais en fait, ça a démarré bien avant. Moi, je suis tombé, j'ai eu l'étincelle, comme on dit, assez rapidement, 8 ans. Mon cousin m'emmène dans sa chambre noire, magique, avec une actinique rouge, jaune, je me souviens, il y avait les deux d'ailleurs, et je vois se développer agrandisseur, tout le monde, ceux qui ont connu ça, c'est magique, une feuille blanche et soudain on voit apparaître une image. Voilà, moi c'était le coup de foudre, une vraie révélation, sans jeu de mots. Derrière, il m'offre un boîtier parce qu'il change de boîtier, donc je commence à avoir un boîtier très jeune, argentique évidemment, et voilà. Donc à Noël, je demandais comme cadeau après des pellicules, 3 pellicules, je me souviens, pas plus, je pouvais pas en avoir plus. On venait d'un milieu un peu pauvre, on va dire, mais très heureux. Et Noël, décembre, février, pour tous ceux qui nous écoutent, 19 février, voilà, on m'offrait les développements. Donc il y avait les moments entre Noël et février, j'avais déjà shooté, et là, je devais terminer mes péloches parce que c'est là que je pouvais voir mes photos. De là, j'ai pris cette habitude que j'ai toujours gardée d'ailleurs, c'est de shooter très peu. Je dis d'abord, on pense, on voit, on cadre, on réfléchit à un sujet, parce que imaginez que chaque fois qu'on faisait ça, ça avait une valeur. Voilà, c'est pas du prêt à jeter, c'est une valeur. Et donc, l'idée, c'est simplement de se dire que derrière ces shootings-là, vous construisez votre vision. Et c'est très important pour la suite. Ensuite, après, j'ai eu une copine qui était très jolie et qui avait des copines. Alors, elle était mannequin, je sais même pas ce que c'était un mannequin. C'est là que j'apprends que on peut gagner de l'argent en faisant des photos. Elle gagnait de l'argent en faisant des photos, mannequin, professionnel. On parle des années 80 par là. Et donc, ces copines voient les photos que je fais de ma copine. L'agence de mannequins voit les photos que je fais des copines. Les clients voient le book de l'agence de mannequins. C'était comme ça, là. Et derrière, badaboum, je commence à avoir mes premiers clients et on est en Belgique et je commence à travailler. Au bout d'un an, je fais un peu le tour, je me rends compte que c'est génial, mais que tout se passe à Milan et tout se passe avec le Vogue italien. Voilà. Quand on a fait le Vogue italien, on peut, on n'a pas raté sa vie. Voilà. À l'époque, c'était le Graal et venant de la Belgique, c'était pas joué d'avance. Donc, je vais en Italie. Je pourrais vous faire une longue histoire. C'est dans un livre que j'ai écrit avec des choses assez rigolotes qui me sont arrivées. Mais en attendant, personne m'attend. Je reçois une bonne claque. Je rentre caille
en Belgique. Et là, pendant 6 mois, je fais des tests de mannequin avec une vision. Et surtout, j'étudie des Albert Watson, des Irving Penn, des Richard Avedon, etc. Les grands noms de l'époque. Paolo Barbieri, enfin, je les ai plus tous en tête, mais c'était des gens fantastiques. J'y retourne, et là, il se passe que je commence à travailler pour le Vogue italien. Et première parution, première expérience, je fais aussi des grandes campagnes en Italie, et j'ai un agent en Italie. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables, tout se faisait par fax. Agent en Italie, waouh, le Graal d'avoir un agent en Italie. Grâce à ça, en Belgique, quand vous êtes belge et que vous faites tout ça, vous êtes, on vous regarde autrement. Donc, je continue un peu à travailler en Belgique parce que c'est bien de faire du Vogue, hein, mais on gagne pas beaucoup d'argent, hein, donc on peut pas vivre. Et il faut se payer un endroit pour vivre. Mais quand même, grâce à ça, grande campagne, je suis repéré par un agent américain qui me dit, mais pourquoi tu viens pas à New York? Et hop, je passe 2000 ans à New York, où je vais passer 3 ans avec Condé Nast, donc le groupe Vogue, glamour américain, des grands clients comme Macy's, Bloomingdale's, des campagnes de cosmétiques et autres. Et je voyage pendant 3 ans. En fait, je suis pas souvent à New York, hein. C'est pour ceux qui ont du mal à imaginer ça. Les États-Unis, c'est très simple. Vous bossez tout le temps. Vous bossez le matin, par exemple, de 10h à 13h, vous avez un job. Et dans le studio d'en dessous, on vous a déjà booké de 14h à 18h un autre job. Et lorsque vous partez, et ça s'arrête jamais parce que votre agent organise tout le temps. Alors c'est génial quand vous êtes jeune, mais vous êtes un peu comme un citron. Votre passion, il faut qu'elle reste passion parce que sinon, vous êtes vide. On vous a pressé et puis soudain, vous vous levez un matin, vous faites oula, qu'est-ce que j'ai pas envie d'y aller moi. J'étais très content quand on me disait là, t'as 3 jours de libre. C'est une ineptie aujourd'hui de dire ça parce qu'il n'y a aucun photographe comme moi qui à l'époque a 9 mois de planning booké d'avance. Ça n'existe plus aujourd'hui, même moi, c'est impossible pour moi. Voilà. Et de là, j'en ai un peu marre des États-Unis, de ce rythme-là, et je décide de m'installer à Paris. Et je choisis la Tour Eiffel comme clocher, tout simplement. Voilà, je m'installe. Je travaille pour le L France, super, belle expérience. Plein d'autres magazines, Votre Beauté, enfin des magazines peut-être qui existent même plus aujourd'hui. À l'époque, les magazines amenaient de la pub. Je me rappelle d'une photo de Madame Figaro, je crois qu'il y a même un portrait là d'Estelle, on montrera plus tard, où je fais 4 pages dans le je fais 4 pages dans le Madame Figaro, et ces 4 pages, mes agents français, ils ont été appelés pendant des mois pour dire le gars qui a fait ça, on aimerait le booker pour faire L'Oréal, ceci, La Redoute ou autre chose. Voilà, c'était comme ça à l'époque. Magazine, signature, votre nom. Je faisais 900 pages d'édito par an à l'époque. C'est colossal, hein. Et faut pas oublier, on revient un peu à le côté argentique numérique, c'était que de l'argentique. Donc, je n'avais parfois pas le temps de choisir moi-même mes photos, que je prenais un avion pour partir ailleurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout simplement, ça s'est bien calmé, et en parallèle de toutes ces campagnes de pub, j'ai pas parlé de Coca-Cola, de Lancel, je les ai plus tous en tête, mais bon, de campagnes L'Oréal, beaucoup de cosmétiques. Mais en parallèle de ça, j'ai toujours gardé un petit jardin secret avec des projets personnels. Donc du coup, tu es passé au digital, tu as arrêté l'argentique, je suppose à peu près. Il y a eu un passage au niveau de la mode, c'est quand ça s'est fait au milieu des photos de mode, tu es passé du monde argentique au mode digital. Ça a changé quoi pour toi? C'est l'approche de travailler avec quelque chose, tu peux prendre beaucoup plus de photos. Est-ce que ça t'apporte beaucoup plus de liberté? Est-ce que c'est une approche différente de travailler avec du film ou avec un appareil digital? Wow, plein de questions là. Ouais. Alors, déjà, moi je faisais des études d'ingénieur, je suis ingénieur en informatique, donc mes amis me disent toujours que je suis un peu geek. Je suis très veille techno. Donc, quand on est passé vers les années 1980, je dis exprès, 1999 par là, ouais. Le vrai tournant 2000, et on n'a pas eu que l'euro qui a changé, hein, le franc euro, on a eu argentique digital. Pourquoi? Parce que on a eu le premier appareil photo qui atteignait 12 millions de pixels. Et si on réfléchit bien, 12 millions de pixels, c'est l'équivalent
de l'argentique en termes de qualité. Aujourd'hui, on parle de 24, oh, c'est pas beaucoup, 33, 40, 100 millions de pixels. Faut arrêter. À 12 millions de pixels, j'ai fait une campagne pour les Galeries Lafayette. Hein. Donc, le grand panneau que vous voyez sur les Galeries Lafayette. Donc, on peut faire, bien sûr, on peut pas recadrer, mais vous cadrez bien, vous faites une campagne. Donc, j'ai pas eu de problème de passer de l'argentique au numérique, tout simplement parce que plusieurs avantages avec le numérique évident. Les gens pensent que c'est que un avantage, vous l'avez tout de suite. Oui, mais quand vous travaillez avec des humains, mannequins, coiffeurs, maquilleurs, stylistes et autres, avant le numérique, on faisait une photo, plusieurs péloches, et on attendait 1 heure et demie de voir si on passait à l'autre photo. Là, en numérique, soudain, non seulement vous épuisez pas votre mannequin, on a oublié ça parce que maintenant ça fait longtemps, mais vous avez un résultat, il vous va, vous choisissez, on passe à la suivante. Et donc, moi qui shoot très peu, ben, je pouvais shooter très peu, puisque j'avais au bout de 10, 15, 30 shoots, la photo. Alors je tournais un peu autour, c'est comme quand je dis en street photographie de travailler sa scène, mais dès qu'on a un bon sujet, mais hop, on passait à autre chose. Donc on faisait plus de photos, pour les clients c'était mieux, on était rassurés, les clients étaient rassurés, les mannequins n'étaient pas épuisés, donc, et surtout ça coûtait beaucoup, beaucoup moins cher. Avec tous les défauts que ça a après, c'est-à-dire que vos photos peuvent devenir très très vite, on le voit avec les iPhones, du prêt à jeter. À peine publié, jeté, à peine publié, jeté, donc pas de valeur. Voilà. Donc je dirais que le passage pour moi s'est fait très naturellement. J'ai l'habitude de dire, parfois je reviens à l'argentique, hein, derrière moi il y a un Rolleiflex, j'ai un M7, et parfois je me dis, oh, on va décélérer, et je mets de la péloche, de la Trix, et je pars et je fais studio aussi parfois, rien que pour moi, pour me rappeler du temps, de laisser ce temps de réflexion. C'est très important pour moi. Et voilà, je suis vraiment, j'ai connu les deux. Donc j'ai connu le côté organique de l'argentique. Et aujourd'hui, ben, je peux retrouver ce côté organique avec le numérique, ben, grâce à la Nick Collection. Et du coup, tu parlais tout à l'heure que tu as vu ton premier appareil autour des 8-10 ans. C'est quelque chose que tu as encore? Ah oui, C'était quel appareil? Ah ben, je l'ai pris là. Alors, tout le monde va dire, mais c'est poupoté votre truc, parce que tout simplement, il l'a pris avec lui. Oui, ben, je savais que tu allais me poser cette question. J'y tiens beaucoup. Là, c'est un SRT 303B. J'ai eu le 101 aussi. C'est Minolta. Et il fonctionne toujours. Et d'ailleurs, regarde, il y a de la Trix. Voilà, ouais. Pour la caméra, de la Trix dedans. Voilà, j'aime beaucoup ce boîtier. C'est un tank, hein, aujourd'hui. Les boîtiers sont plus aussi solides, hein, mais ils étaient bien lourds, hein, solides. Voilà. Ouais. Et du coup, donc tu commences tes photos de mode. C'est qui tes modèles, c'est qui les photographes que tu peut-être n'imites pas, mais c'est ceux que tu admires le plus? Alors, moi j'ai deux, je vais dire, deux manières de travailler dans la mode, qui sont le studio. J'adore maîtriser le studio, maîtriser la lumière. Et pour ça, des gens comme Irving Penn, Avedon, voilà, pour moi, c'était des maîtres de la lumière simple. Et après, à la street, des photos dans la rue. Alors, j'ai fait, par exemple, du Vogue Homme, où je mettais en scène, le mannequin partait d'un point A à un point B, à l'époque où les mannequins étaient très grecs, comme ça, à côté d'une colonne, très posés, et moi, je ressentais rien du tout. C'était comme des natures mortes avec des humains. Moi, j'aime pas ça du tout. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'aime bien raconter une histoire. Je suis très imprégné de cinéma, tous les cinémas d'ailleurs. Et donc, je me raconte ma petite histoire. Ce que je fais d'ailleurs dans la street photographie encore aujourd'hui. Donc, les mannequins, je les faisais bouger, ils vivaient, et je shootais ces petits moments-là. Donc, et là, soudain, quand ils étaient trop mannequins, je leur disais, je déteste les mannequins, j'adore les acteurs. Donc, stop. Arrête de poser, tu marches pas comme ça dans la rue, tu cours pas comme ça dans la rue, et tu ris pas en faisant non, tu ris vraiment, et je l'ai shooté à ce moment-là.
Voilà, c'est là où j'ai développé aussi ce concept de action-réaction. 99% des photographes qui nous écoutent sans doute provoquent une action et shootent cette action. C'est 1, 2, 3, soleil. Ce que je trouve 1, 2, 3, Algérie pour certains. Bon, ce que je suis en train de dire, c'est que, ok, ce qui est le plus compliqué, c'est de attendre la microseconde derrière et la réaction. Si vous faites rire quelqu'un, à un moment donné, il va toujours être dans sa pose. C'est le selfie qu'on connaît très bien. C'est votre oncle Ernest qui, fête de famille, fait on bouge pas. Il a son dernier appareil photo ou son dernier iPhone et il fait 1, 2, 3, cheese, smile, with Titi. Enfin, on connaît tout ça. Et tout le monde est comme ça parce que ça dure, ça est figé. Une fois qu'il a dit OK et qu'il regarde la photo, tout le monde fait. Et là, ils se marrent entre eux et tout. Et lui, il n'est pas en train de shooter. Non. Or, c'est l'action qu'il a provoquée qui a aucune valeur pour moi. La réaction est géniale. Donc, pensez toujours à cette réaction parce que, en plus, pendant que vous regardez votre œuvre digitale, là, ben, il y a une vraie photo qui est en train de se dérouler devant vos yeux. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. C'est pour ça que je dis que le plus important, c'est bien entendu la maîtrise de la lumière. Maîtrise de la lumière aussi en extérieur, faut savoir shooter quand il fait clair, soleil, pas soleil et autres, on s'en fout. Mélanger parfois du flash en extérieur. Mais avant tout, un bon photographe, c'est quelqu'un qui dirige et qui arrive à la photo qu'il avait dans sa tête. Et du coup, alors je sais que tu utilises Nik SilverFX, puis ça fait plusieurs années que tu l'utilises. Oh. Alors Nik Collection, en fait, c'était dans ma tête. 2012, c'est Google qui avait ça. Et j'adorais ça parce que il y a un côté chaînon manquant dans cette Nik Collection, c'est-à-dire vous allez éditer sur Lightroom, sur Photolab, Dixo Photolab ou sur tout autre. Vous allez éditer, vous allez travailler, etc. Mais il me manquait la signature. Et la signature, pour moi, c'est ce qui fait que vous êtes un petit peu à part et c'est une chose qui fait que vous êtes vous, tout simplement. Et donc, SilverFX, pour moi, je rentre dedans une fois que j'ai bien fait mes réglages de base et je vais donner un petit grain de tricks, un petit ceci, un petit cela. J'ai mes petits presets à moi, simples, et puis c'est des bases. Et chaque image, on dirait que je la revois comme je l'avais dans ma tête, en mieux. Et j'appelle ça une signature photographique. Et donc, je conseille à tout le monde de tenter, de tester ça, parce que ça va vous élever un petit peu encore. Et si vous travaillez, par exemple, je dis toujours aux gens, arrêtez avec les zooms et autres, en photo de rue, c'est utiliser la même optique, votre approche, votre manière de voir les choses, et finissez avec vos presets, et tous ces vos vont faire que, c'est votre photo. Et on va dire, il a un certain style, ce gars. On reconnaît ses photos, ce gars. Voilà. Il raconte une histoire, et voilà. Ici, il y a des personnes qui nous regardent et qui se lancent dans la photographie. Est-ce que tu as des petits conseils un peu rapides pour se dire, ok, donc parce les gens entendent beaucoup parler de priorité sur l'ouverture, sur des choses comme ça. Ils vont entendre parler de composition de l'image, ils vont apprendre. Du coup, toi, ça serait quoi ton conseil? La première chose à regarder, la première chose à travailler un peu plus pour avoir des photos qui sont un peu de meilleure qualité que ce qu'ils peuvent avoir autrement? Alors, soit vous apprenez par vous-même, ce que je viens de dire juste avant, c'est parfois un peu ardu, parce qu'il y a l'aspect culturel, donc comprendre, voir, connaître des Alex Webb, des Joël Meravitch, voilà. Tout à l'heure, je parlais d'un photographe et ça me revient. Arthur Elgort, dans la mode, a fait ce genre de photos de rue avec des mannequins. J'adorais. Donc, il faut connaître ces gens. Mais pourquoi? Pas parce que ça fait très bien de connaître les noms. Mais vous allez regarder et vous allez feuilleter et vous allez vous dire pourquoi? Et un jour, vous allez dire, j'ai compris. Et vous allez l'essayer surtout. Donc, la culture, c'est une chose. L'appareil photo, c'est un stylo. Après, si vous avez un 4 couleurs, très bien, mais c'est un stylo. C'est pas parce que vous avez un Leica M11 qui vaut 10 000 ou 12 ou 13 avec une optique
que vous allez faire des meilleures photos qu'avec le premier petit Sony qui passe par là. Voilà. Donc, ce n'est qu'un stylo. Donc, la technique, n'ayez pas peur des automatismes, par exemple. Alors, ouais, les gens font attention le dogme. Hein. Il faut être en manuel, tout manuel. Alors, pour tous ceux qui nous regardent là, voilà. Moi, je travaille, c'est simple. ISO automatique. Pourquoi? Parce que il va plus vite que moi. Avant, j'avais une cellule et je mesurais. Et après, j'ai une cellule à l'intérieur. Mais en street, vous cherchez les instants, les decisive moments, comme on dit, l'instant magique. Vous le voyez arriver parce que vous avez l'habitude, vous vous mettez, vous vous positionnez dans l'espace pour prendre ce moment. Si vous commencez à penser technique, vous êtes mort. Donc, ISO automatique. 28 mm, c'est mon filet est large. 24, c'est bien aussi. 50, voilà. Zone focusing, c'est-à-dire je sais que tous les gens qui rentrent entre 1,50 m et 5 mètres, ce qui est pas mal, hein, ils vont être nets. 5 centièmes de vitesse minimum pour moi. Voilà, le reste, je m'en fous, j'observe. La technique, c'est fini. Je shoot. Si je suis un peu en contre-jour, hop, compensation. Sur le côté, avec votre molette, vous mettez un petit tiers de plus. Si vous êtes en plein cagnard de face, compensation, moins un demi, moins un tiers, moins, par habitude. Mais c'est tout. C'est mon pouce. Voilà pourquoi j'ai un pouce qui est dur, là. Ah, hop, hop, hop. Donc, mais c'est tout. Le reste, c'est vous dans votre tête. Il faut vous raconter des histoires. Il faut revoir un peu votre univers. Et sinon, ben, vous allez passer votre temps à être technophile. C'est bien. Mon appareil, il fait ça, il est stabilisé, il a un autofocus qui est de la folie, etc. Et bien sûr, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube qui racontent la photographie de rue à 1.4, celle qui a eu le plus de succès jusqu'à présent. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que c'est la première fois avec mon SL3, un Sigma à 1.4 et mon 24 que je me suis dit, mais dingue, il va chercher le point. Pareil avec un Sony A7 CR ou A7 C2, Sony, aujourd'hui c'est vraiment au-dessus du lot en termes d'autofocus. Bon, j'ai expérimenté, c'est très très net, il va chercher le bon sujet, donc la technologie et l'IA, on s'en fout, vous aide. In fine, on s'en fout de tout ça. Ce ne sont que des outils qui vont vous aider à mieux voir et en tout cas avoir moins de déchets. Je faisais la même chose avant. Cartier-Bresson a fait ça, il n'avait pas besoin de stabilisation, d'autofocus, etc. Mais peut-être qu'il a loupé plein de très belles images. Hein. Aujourd'hui, si vous êtes bien concentré, vous avez une rafale. Alors ceux qui disent attention, moi je shoot one shot, je shoot en manuel focus, je shoot. Vas-y, mais tu peux aussi aller à Calèche, à Deauville. Hein. Bon, bah tu vas mettre plus de temps, voilà. Donc, faut arrêter les dogmes un peu débiles. Il faut pas recadrer. Ah non, prenez un moyen format aujourd'hui, le Fuji RF qui vient de sortir. J'en ai fait aussi une vidéo. Vous avez un moyen format compact dans votre main. Attention, si vous êtes dans le taxi, je montre ça dans cette vidéo, et que je vois une image là, mais je peux pas sortir. Il y a le trafic. Sinon on m'écrase. Je vois mon image. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 100 millions de pixels. Je la shoot l'image. Et je croppe dedans, je suis encore à 20 millions de pixels, donc j'ai gagné. Ça peut servir à ça. Il faut juste connaître son outil, voilà. Pour les nouvelles personnes qui nous regardent et qui connaissent pas encore Nik Collection, on va parler un petit peu d'édition. Ils ont le choix aujourd'hui, il y a beaucoup de software qui existent pour travailler sur la photographie. De ton point de vue, pourquoi Nik Collection est différent de la concurrence et pourquoi toi, par exemple, tu utilises plus Nik Collection qu'une autre solution? Alors, d'abord parce qu'il s'insère totalement dans mon flux de travail. Je travaille vraiment, je suis en train de backuper, donc j'ai près de 800 000 images. 800 000 images. Ça fait des gros catalogues. Donc là, j'ai acheté un nouveau NAS et je suis en train de tout ranger. C'est simple, hein, je travaille sur Lightroom. De Lightroom, modifier dans, pif, Nik Collection, paf, ça s'ouvre, au revoir, il me remet dans Lightroom. C'est simple. Alors là, je viens d'essayer avec DxO Photolab, encore plus simple, pouf, 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 tout est intégré. Donc, moi, du moment que c'est simple et que c'est logique dans ma tête, et surtout d'avoir une équipe qui m'écoute, si je dis tiens Boris, pourquoi il n'y a pas ça? Et soudain tu me fais, je le note.
Alors, vous avez des priorités dans le flux, dans tous ceux qui vont coder, etc., évidemment, mais vous avez pris note. Vous avez été à l'écoute des professionnels. Moi, ça me va, très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. On parlera peut-être après tes expériences de Color Effects quand tu auras édité tes photos. Avec grand plaisir, grand plaisir. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Ça doit s'inscrire normalement sur l'écran. Normalement, on doit faire ça, c'est là et là. Ouais, et on sait jamais. On sait jamais où Alors, mettez-le en bas, mettez-le en bas. Ouais, oui, bien sûr. Sur YouTube, sur Instagram. Voilà, Instagram, YouTube, voilà, LinkedIn, voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. À bientôt. Salut Boris. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet entretien réalisé par Boris avec le photographe David Ken. Sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de cet entretien sur la chaîne de David Ken dans quelques jours. Donc n'hésitez pas à rejoindre sa chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour être notifié de la publication de ses nouveaux contenus. Et vous l'avez noté, David anime également des masterclass. N'hésitez pas également à vous inscrire à la chaîne YouTube de DxO et à cliquer sur la cloche pour être notifié de la publication de nouveaux contenus. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires pour que Boris et moi puissions aller à la rencontre de nouveaux photographes inspirants et de vous partager ce contenu en vidéo. Vous trouverez en description de cette vidéo les liens vers la chaîne YouTube de David Ken ainsi que la chaîne YouTube de Photo Joseph. Sachez également que David et Joseph, en tant que partenaires de DxO, proposent des remises exclusives à l'intention des nouveaux clients des produits DxO.